Il sera un peu en retard. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, donc, nous sommes directement retransmis, pas sur TF1, mais c'est pas mal quand même, c'est sur YouTube, et en direct sur le site de la ville. On accueille ce soir Jean-Claude Lemasson, le maire, vous l'avez reconnu. Hein. Je n'ai pas changé. Et qui viendra nous présenter, en premier point, comme ça je te libère après, le rapport annuel de Nantes Métropole. En secrétaire de séance, c'est Fabienne Orsil qui sera donc secrétaire. Et j'ai quelques pouvoirs pour ce soir de Delphine Lecomte pour Sandrine Gauvry, Pierre-Marie Bon pour Laurent Mondou, Jean-Marie Palussière pour Christelle Scuotto et Catherine Roufiange pour Patricia Elias. Nous sommes censés approuver le PV du dernier conseil. Comme il y a eu un petit couac, il n'est pas arrivé vers toi, Hervé, donc tu ne l'as pas vu. Donc ce que je propose, c'est qu'on reporte cette approbation au conseil de décembre. Et tu l'auras dès demain pour pouvoir la noter et le valider de ton côté. Oui, c'est pas mal. Essaie de le faire un peu avant, mais ça devrait aller. Vous avez dû voir aussi qu'il n'y avait pas de tableau des effectifs dans le conseil aujourd'hui, puisqu'il n'y a ni suppression ni création de poste. Et je vous propose, avant de laisser la parole à Jean-Claude, de voir si vous avez des questions sur les décisions du maire. Hervé. Nous avions une petite question concernant les contrats avec l'Oxam Module pour toutes les locations de modulaires pour les deux écoles, les deux centres scolaires Clos du Moulin et la Tillelière. Donc un montant global de 100 000 euros pour 2 ans. Est-ce qu'il y avait eu, je présume, est-ce qu'il y avait eu une consultation, un appel d'offres ou quelque chose lancé pour... Alors Guillaume devait répondre à ça, mais il sera un petit peu en retard. Il m'a envoyé un message, donc je suis désolée. Donc oui, c'est le cas, me dit le directeur des services. Ok. Bon, très bien, merci. D'autres questions ? Donc, je propose qu'on passe à l'ordre du jour et du coup qu'on laisse Jean-Claude Lemasson nous présenter le rapport de Nantes Métropole. Merci à toi d'être là ce soir. Merci Madame la maire, chère Christelle. Bonsoir à toutes et tous. Toutes les têtes que je connais un peu plus que d'autres, mais bonsoir va à tout le monde, bien évidemment. Alors comme de manière assez récurrente, je viens vous voir à cette période pour évoquer le rapport annuel de la métropole, et il s'agit là du rapport annuel 2022. Donc nous sommes malgré tout encore assez en avance par rapport au 31 décembre prochain, mais néanmoins, bien évidemment, un certain nombre d'actions depuis ont vu le jour au regard de ce qui a été engagé sur l'exercice 2022. Ce rapport est disponible et mis en ligne sur le site web depuis son adoption au Conseil métropolitain des 22 et 23 juin dernier. Voilà, je vais y arriver. Quelques éléments de présentation du paysage métropolitain, comme d'habitude, notamment la cartographie. Je ne vais pas vous faire l'article, il n'y a pas eu de nouvelles communes adhérentes depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Ça se saurait. Un point sur le nombre d'équivalents temps plein, 3794 agents pour 665 200 habitants. Ça, c'était au 31 décembre 2022. Comme nous gagnons entre 10 et 12 000 habitants par an, bien évidemment, ce chiffre du nombre d'habitants évolue. Et bien évidemment aussi, le chiffre du nombre d'agents évolue aussi au regard justement des services attendus par ces populations. Vous connaissez les compétences principales qui sont ici à l'écran. Je ne vais pas forcément les reprendre. Vous connaissez sans doute aussi sûrement les compétences facultatives. Et il y a un certain nombre de sujets peut-être qui sont à noter. On le verra d'ailleurs dans le déroulé de la présentation du rapport, notamment ce qui concerne les sujets en lien avec les actions foncières, où un certain nombre d'éléments ont été mis en place, notamment avec la stratégie foncière menée par Laure Belli, notre collègue maire de Brin, qui est conseillère métropolitaine en délégation sur ce chapitre, et puis pas mal d'évolutions aussi sur le sujet de l'enseignement supérieur et la recherche. On aura l'occasion de l'évoquer.
La présentation de l'action de Nantes Métropole en premier temps, ensuite la synthèse financière, et puis je laisserai la synthèse de l'activité du pôle, je pense à Sandrine Gauvry, qui suit également l'activité métropolitaine du pôle, et donc au bénéfice de la commune. La présentation en 3 volets, avec un premier item sur la métropole innovante, créative, attractive et rayonnante, comme habituellement, en commençant par ces premiers éléments, et notamment le renforcement du fait métropolitain, parce que le pacte métropolitain approuvé en 2020 se décline en 4 items, et sur 2022, c'est l'item du pacte de citoyenneté qui a évolué, notamment au travers le pilotage de votre maire, et donc un programme de dialogue à l'échelle de la métropole a été élaboré pendant l'année 2022. L'idée étant de développer le dialogue citoyen de proximité pour répondre aux enjeux de quotidienneté. Pour les autres items, pacte de gouvernance, pacte financier et pacte de coopération, les choses ont été actées. Cependant, le pacte de coopération, peut-être l'avez-vous vu déjà ou vous allez le voir ce soir, je ne sais pas, dans le schéma de mutualisation et donc de services communs, il y a des évolutions au quotidien, j'allais dire, puisque nous travaillons de manière continue à faire évoluer les services communs et le pacte de coopération. Une métropole ouverte à l'international, et notamment on peut noter pour l'année 2022 un soutien financier des partenaires locaux qui interviennent dans le champ des coopérations. Pour rappeler les différentes coopérations, peut-être avec INTI, avec une action en faveur de l'énergie solaire, en lien avec le développement à destination des pays du Sud. On a aussi le partenariat avec Compost In Situ, diagnostic et perspective de la promotion du compostage des déchets organiques dans le cadre de la coopération de Nantes Métropole et Chang qui n'est pas en Asie, mais en Afrique. Voilà. Parce que ça s'écrit DSCHANG. Voilà. Et important effectivement de le préciser. Une politique culturelle aussi tournée vers l'innovation, avec pour 2022 une continuité d'activités, de fréquentation et d'offres culturelles rayonnantes pour les équipements métropolitains. On connaît effectivement l'ensemble du parcours, notamment du Château des Ducs, muséum d'histoire naturelle et autres. Mais la nouveauté pour 2022, c'est une nouvelle formule du pass musée, pour un pass musée unique à 15 €, qui a d'ailleurs baissé puisqu'il était à 20 € au préalable, qui permet un accès illimité à 5 musées métropolitains pendant 1 an. Et cette formule place la métropole nantaise au devant des préoccupations d'accès à la culture pour tous et de tous par des mesures tarifaires de justice sociale. Sachez que près de 10 000 passes musées ont été vendus entre le 12 septembre 2022 et le 31 décembre 2022. Donc on verra en 2023 ce qu'il en est. L'accompagnement également de la création, de l'innovation et de l'expérimentation. Et j'évoquais la recherche tout à l'heure et le système universitaire. En 2022, la métropole a renouvelé ses aides aux divers dispositifs structurants de formation et d'accompagnement des étudiants entrepreneurs, avec le programme d'incubation académique de l'Université de Nantes, dite PEPIT, et Odyssée, la plateforme mutualisée d'incubation portée par l'Institut Mines Télécom Atlantique et Alliance. L'économie locale est une économie nécessairement en transition sociale, voire sociétale, mais surtout transition énergétique, et notamment sur ce volet. En 2022, dans le contexte de crise énergétique et de sobriété attendue, vous le savez, au regard d'une forme d'incapacité à pouvoir répondre à l'ensemble des besoins nationaux, il était mis en place un plan spécifique sur la sobriété énergétique, qui a été mis en place au second semestre pour accompagner les efforts nationaux. Et donc on est arrivé en fait à baisser de plus que l'objectif qui était imaginé par l'État, puisque une consommation qui a dépassé les 10% des consommations énergétiques initiales, en tenant compte de la saisonnalité et des problématiques météorologiques, puisque le réchauffement climatique nous amène à moins consommer pour chauffer nos bâtiments. Mais au-delà de ça, la sobriété a été tenue. C'est important effectivement de le rappeler à ce stade, puisque les questions sont parfois posées. J'anticipe peut-être une question. On constate que les entreprises ont maintenu, et c'est d'ailleurs leur intérêt, notamment économique, de maintenir leur sobriété énergétique, puisque les tarifs des fluides énergétiques ont largement augmenté, y compris pour le monde économique. Donc ces 10% ont été maintenus
revenu au moins sur ce que l'on connaît de l'exercice 2023. Quelques équipements, grands projets d'équipement qui ont vu non pas le jour, mais qui se finalisent au fil du temps. Et on pense à la livraison du nouveau parvis de la gare sud de Nantes, puisqu'on parle là de l'automne 2022, donc il y a un an. L'inauguration a été faite, la livraison a été faite, pardon. Et puis le projet architectural du futur bâtiment du PEM Sud a été choisi. Il comprendra au cœur d'un bâtiment mixte bureau équipement public un parking public avec 1200 places, notamment dédiées au vélo. C'est évidemment important, un espace taxi et l'accueil définitif de la gare routière et des services de location de voitures. On voyait effectivement la construction qui a démarré depuis. Sur le deuxième item, sur la métropole du bien vivre ensemble et de la solidarité, quelques éléments peut-être à mettre en avant, notamment sur l'item produire des logements pour tous. Rappeler, je l'ai déjà dit à l'occasion de la présentation des rapports précédents, mais un net ralentissement de la production de logements neufs sur l'exercice 2022, encore plus fort que sur les périodes précédentes, puisque entre 2020 et 2022, seulement 4320 logements ont été autorisés en moyenne par an. Et pour 2022, le volume est de 3575. Alors que la moyenne entre 2015 et 2019 était de 7038 logements. Donc on voit effectivement un déficit considérable lié à plusieurs éléments, bien évidemment. La crise sanitaire qui a ralenti et qui continue à faire ralentir les choses. Bien évidemment, la crise géopolitique avec ses conséquences sur les matériaux, les approvisionnements, la problématique de recrutement des entreprises, un certain nombre d'éléments, aussi le désengagement de l'État sur un certain nombre de programmes immobiliers et de capacités à faire, ce qui a conduit d'ailleurs en 2023, on verra avec le rapport, enfin avec moi ou avec d'autres collègues, mais ce qui a conduit la métropole nantaise à miser 20 millions d'euros de plus sur le programme local d'habitat, donc 10 millions pour aider à faire sortir des programmes qui étaient coincés, si on peut le dire comme ça, du fait économique, et 10 millions au bénéfice des Nantes Métropole Habitat pour la construction de logements sociaux. Ça a accéléré effectivement cette problématique, parce que dans ces logements-là, dans ces 3575, seuls 1000 et quelques concernent les logements sociaux. Donc ce retard ne se rattrapera pas. C'est bien évident, on ne fera pas 10 000 logements par an pendant 2 ans pour récupérer ce retard, puisque ce retard s'accentue encore, sans doute en 2023, ou au moins se stabilise. C'est un vrai sujet, puisqu'il y a bien évidemment énormément d'attentes. 36 000 demandes à peu près en attente à ce stade sur la métropole nantaise, sans doute aux Sorinières comme à Saint-Étienne-de-Grandlieu pour nos 2 communes, mais bien plus, médialement, dans la ville-centre ou les villes périphériques comme Saint-Herblain et Rezé, par exemple. Donc un vrai sujet de préoccupation, et on va le voir sans doute au débat sur la fabrique de nos villes que nous aurons vendredi matin, cher Fessel, en conférence des maires. Mais on voit bien déjà, vous êtes peut-être pris connaissance, parce que ça a été rendu public, des premières conclusions du grand débat, où c'est une inquiétude qui est aussi remontée du terrain, des citoyens, me semble-t-il. Je le lisais d'ailleurs encore cet après-midi en préparation de cette conférence des maires. Quelques éléments également en termes d'égalité dans la métropole solidaire, l'accueil des gens du voyage aux Sorinières, mais aussi à Saint-Étienne-de-Grandlieu. Nous vivons des moments parfois difficiles de cohabitation, d'occupation illicite d'espaces naturels, agricoles, économiques, bâtis, pas bâtis, enfin voilà, donc on vit des moments difficiles. Nous avons à s'organiser de manière un peu plus efficace, je le dis aussi directement que cela, mais je pense qu'on partage les choses avec Christelle pour qu'à 24, les 24 communes, les 24 maires s'entendent sur la manière de faire. Donc on a engagé un processus en 2023, j'espère que cela va aboutir, puisque la seule poursuite des médiations sociales sur les terrains familiaux ne suffit pas, parce que ce n'est pas qu'un problème de terrains familiaux, mais c'est un problème de parcours résidentiel, de sédentarisation pour certains, c'est un problème d'accueil de plus grand nombre de familles sur des terrains qui sont prévus pour cela. C'est un problème de réponse aux situations sociales des communes, mais aussi des familles, mais aussi à la scolarisation des enfants, qui nous oblige, puisque
on doit effectivement les recevoir dans nos écoles. Donc ceci amène des réflexions extrêmement fortes qui ne n'ont pas encore totalement abouti. Et je forme le vœu que ça puisse aboutir, si ce n'est avant la fin de l'année 2023, au printemps 2024. Sinon, on risque de repartir pour un tour, encore pour la période estivale, très grande, d'avril à octobre. C'est plus que la période que l'été météorologique, ou l'été calendaire. Mais bon, j'espère qu'on y arrivera. Au moins, c'est engagé comme tel. On doit se mobiliser pour l'égalité des territoires et notamment pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place des leviers d'action pour demain, notamment vis-à-vis des quartiers populaires pour corriger les décrochages, par exemple, et donc soutenir les initiatives des différentes structures, y compris les enjeux que porte la collectivité. Sachez qu'un contrat de ville existe, qui définit un cadre d'action partenariale qui réunit les villes de Nantes, de Saint-Hermelin, d'Orvaux, Rezé, donc votre voisin, la métropole, les services de l'État, les bailleurs, les associations et les conseils citoyens. Et en 2022, une étape clé, puisque le contrat de ville est entré dans sa phase d'évaluation avant sa réécriture, parce qu'il ne s'agit pas simplement de poser une politique publique, il faut aussi être en capacité de l'évaluer pour savoir si elle est efficace, pour la faire éventuellement évoluer demain sur d'autres items. Le troisième item, en l'occurrence ici, troisième chapitre, donc la métropole engagée pour la transition écologique et énergétique. C'est un sujet que l'on maîtrise, me semble-t-il, sur notre métropole de longue date, puisque il y a bien longtemps que la métropole s'est engagée dans un régime de sobriété énergétique notamment, et notamment aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. J'ai eu l'occasion de le dire ici. L'objectif de la métropole, c'est de viser à réduire de 50% par habitant les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 2003. Ce qui est important effectivement de noter. Donc l'accompagnement, un programme d'accompagnement à la rénovation énergétique des maisons et des copropriétés est en cours. Et dans ce cadre, sachez qu'un certain nombre de logements privés ont bénéficié d'aides spécifiques en termes de rénovation énergétique. 638 logements privés par exemple en copropriété, 36 maisons qui portaient un projet BBC, qui est une nouvelle forme de réglementation entre guillemets thermique de l'habitat, 223 projets pour des ménages sous conditions de ressources via l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Près de 40 000 logements, plus de 37 000 en 2021, donc encore plus qu'en 2021, ont été raccordés au réseau de chaleur en 2022, dont la moitié des logements sociaux de la ville de Nantes. Donc l'objectif est atteint concernant la ville de Nantes. Et donc les réseaux de chaleur s'étendent vers les autres communes. En 2022 aussi, à noter, puisque c'est parfois demandé par nos citoyens pour savoir si leur toiture serait intéressante en termes de production énergétique. Le cadastre solaire a été renouvelé en 2022. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y aller. C'est extrêmement intéressant. L'accompagnement également de collectifs de citoyens porteurs de projets d'énergie renouvelable, avec la signature d'une convention avec l'association Alizé, et puis un projet d'éolien porté par Nantéol sur la prairie de Mauve, qui a fait l'objet d'études en 2022. Un sujet important aussi, on parle de sobriété énergétique, mais aussi de pollution lumineuse. Et en 2022, le marché de mobilier urbain avec Jean-Claude Decaux, l'entreprise Jean-Claude Decaux a été travaillé pour en faire en sorte de diminuer la présence de publicité dans l'espace public, mais les consommations énergétiques. Et donc, sachez que ça se traduit par la diminution de 55% du nombre de panneaux sur l'espace public, donc suppression de 114 panneaux exactement, ce qui est extrêmement conséquent. C'est peut-être pas encore suffisamment assez, si je puis dire, mais c'est une marche extrêmement importante. Et puis l'extinction nocturne de tous les mobiliers lumineux de minuit à 6 heures, c'était une demande expresse des élus à l'occasion notamment de la conférence des maires, mais aussi du conseil métropolitain. On parle aussi des déplacements urbains avec la mise en œuvre des objectifs du plan de déplacement urbain, dit du PDU. Pour 2022, la mise en service du nouveau pôle d'échange bus sur le parvis sud de la gare de Nantes. J'évoquais tout à l'heure la livraison à l'automne 2022. Et ça concerne les bus, le bus UE5, la C2, le chronobus C2, C3 et la L54.
Et puis l'engagement de plusieurs projets d'aménagement de nouveaux axes cyclables en lien avec le schéma directeur des infrastructures cyclables qui a été adopté au même moment, 2022. Et donc les premiers axes magistraux sont engagés. On pense entre la gare de Nantes et le quartier Bautière-Chénet, les nouvelles liaisons pour relier les communes du sud-ouest de la métropole avec un travail collectif qui a été mené entre Brin, Saint-Léger-les-Vignes et Boye et entre la montagne, Bougnay, Brin et Boye, puisque c'est un secteur qui n'était pas très bien desservi. Plus de 3 millions d'euros sont mis sur la table pour organiser ces différentes lignes sur ce pôle sud-ouest. Sachez que sur le chapitre des mobilités, sur les 3,5 milliards d'investissements prévus pour le programme métropolitain 2020-26, 1 milliard concerne les mobilités. Donc c'est une somme colossale, mais parfois, je dis souvent que notre collègue Bertrand Affilé est un peu dispendieux, mais c'est pas forcément de sa faute, c'est que bien évidemment un tramway coûte cher quand il s'agit de renouveler les trams et les rames. On arrive très très vite à 250 millions d'euros. Il nous faut continuer à... j'ai passé une ville... Pardonnez-moi, j'ai été trop vite à tourner les feuilles. On continue à favoriser une mobilité de proximité douce et de ville apaisée. Il y a des secteurs qui concernent les Sorinières, bien évidemment. Et on peut citer pour 2022 des aides en faveur du vélo et de la marche, avec le plan marche qui a été adopté en 2023, mais qui a été travaillé en 2022. Et puis des aides solidaires en faveur du vélo avec la mise en place d'une aide à l'achat de vélo sous conditions de ressources pour les particuliers, une tarification solidaire dédiée à l'offre de location Montbiclou, des choses qui ont évolué effectivement au cours de l'exercice 2022. On comptait à fin décembre 2022 plus de 26 000 places dédiées sur l'espace public métropolitain au vélo et près de 5 000 places abritées. Une étude stratégique a été effectuée en 2022 sur l'extension des aires piétonnes et la zone à trafic limité dans le centre-ville de Nantes notamment, et ce qui conduit à des zones apaisées complémentaires. Il nous faut donc dans ce chapitre de la transition écologique continuer à trier, réduire d'abord, trier, collecter, valoriser nos déchets. Parfois, il faut savoir se gratifier parce qu'on oublie de le faire pour soi-même. Sachez que la métropole nantaise est la première métropole à être certifiée sur l'ensemble du cycle des déchets. C'est ainsi qu'elle a obtenu la certification ISO 9001 sur le management de la qualité, l'ISO 14001, ce qui est une disposition plan qualité sur l'environnement, et l'ISO 45001, qui est un programme de qualité sur la santé et la sécurité au travail. Et donc Nantes est la première métropole à être certifiée par l'AFNOR, en l'occurrence ici. Un travail conséquent des équipes, bien évidemment, et des élus qui portent cette politique. Au-delà de cet engagement important, ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut dire qu'on s'engage sur des plans extrêmement importants. Et sachez que en 2022, il y a 50 foyers ont participé à la 7e édition du défi citoyen zéro déchet. Je ne sais pas si on a eu aux Sorinières, parce que ça tourne un peu selon les années. 917 nouveaux foyers ont bénéficié du dispositif d'aide au compostage et lombricompostage individuel. Vous savez que la loi évolue, qu'à partir de janvier 2024, de nouvelles dispositions sont prévues par les textes sur les biodéchets et que la métropole engage un processus. Ça a d'ailleurs été présenté en commission locale de pôle. Et puis en 2022 aussi, la distribution des bacs roulants a commencé au printemps sur les communes de Couëron-Indre et Saint-Herblain, et s'est poursuivie notamment sur les communes des Sorinières, si je ne me trompe pas, au regard des éléments dont je dispose. Il nous faut aussi, bien évidemment, préserver la biodiversité. Et l'année 2022 a été marquée par la finalisation de l'Atlas de la biodiversité métropolitaine et des 3 cahiers communaux de la biodiversité, des villes de Nantes, de Sainte-Luce-sur-Loire et de la Montagne. D'autres villes se sont inscrites dans la même démarche pour compléter l'Atlas métropolitain. Il me semble que Indre s'est intégré, Saint-Étienne-de-Grandlieu, ma commune. Je ne sais pas si les Sorinières a prévu d'y aller, mais ce sont des dispositifs qui permettent effectivement de pouvoir mieux s'approprier le bénéfice du travail réalisé à l'échelle métropolitaine, mais de zoomer sur des secteurs de nos communes et donc de préparer
les études environnementales nécessaires lorsqu'on vient impacter des secteurs naturels notamment. Pour tout ceci, il faut un petit peu d'argent, mais d'abord une organisation. C'est le même schéma qu'habituellement, donc vous avez sûrement pris connaissance de ça. Je vais peut-être m'arrêter 2 secondes sur le fait qu'au-delà des élus et de l'instance métropolitaine, il y a un certain nombre d'instances de concertation. C'est le petit carré rectangle bleu que vous avez au milieu, qui est peut-être assez difficile à lire, entre les conseils de développement, les conseils des acteurs économiques, les conseils des usagers de l'espace public, les commissions métropolitaines de l'accessibilité universelle, des services publics locaux, que je préside d'ailleurs, et le Conseil métropolitain des acteurs de l'alimentation. On a là un certain nombre de citoyens, d'acteurs associatifs, techniques, économiques, qui participent activement aux instances de gouvernance qui nous permettent, nous, de pouvoir prendre des décisions au Conseil métropolitain en conscience et des causes qui sont menées par les uns et par les autres. Au-delà de cette organisation, il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas nommés ici, notamment les associations subventionnées par Nantes Métropole, qui participent aussi à l'écriture du quotidien des métropolitains. Elles sont quand même 337 sur la métropole nantaise à être subventionnées. Les organismes qui bénéficient d'une garantie d'emprunt, notamment les bailleurs sociaux, qui bénéficient d'une garantie d'emprunt par la métropole, et en l'occurrence 53. Et sans ces garanties d'emprunt, ils n'obtiendraient pas d'emprunt, c'est comme son nom l'indique, et les constructions seraient encore plus retardées. Et puis les délégataires de services publics, les SPL et autres, SPLA, SAEM, SAS, SIC, qui interviennent aussi dans le champ de la gouvernance métropolitaine et dans son organisation. Alors, on va parler un peu d'argent rapidement. D'abord, pour vous indiquer ici la structure des dépenses totales par politique publique. C'est un camembert qui est assez intéressant à lire, et on voit bien la grosse consommation que j'évoquais, y compris donc en 2022 de la politique mobilité, à 38% du budget, ce qui est énorme, qui est suivi derrière par la politique de l'eau. Parce qu'on ne le dit pas souvent, mais parce que ça ne se voit pas quand on remplace un tuyau. Enfin, on voit qu'il n'y a plus de fuite, bien évidemment. Mais au-delà de ça, et que ça nous embête pendant la phase travaux, au-delà de ça, après, une fois que l'investissement est fait, on ne sait plus qu'il a été fait, mais c'est 172 millions d'euros sur l'exercice 2022, avec la fin du travail sur l'usine de l'eau, qu'avait... certains collègues avaient lancé au mandat dernier et qui se termine à ce mandat-ci, et suivi aujourd'hui par Robin Salcroix. Donc 366 millions d'investissements réalisés tout budget en 2022, 6 millions de moins qu'en 2021, mais ça reste à la marge, bien évidemment. Un niveau de dette qui atteint le milliard d'encours en 2022, tout en restant dans la moyenne de la strate par habitant. Je vais y revenir. Et une épargne nette dégagée finance près de 42% des investissements globaux. Ce sont des éléments qui sont importants, effectivement, à noter. Vous avez ici un tableau qui permet d'identifier la situation financière de la collectivité, et notamment la capacité de désendettement au 31 décembre 2022, qui est de 4,1 années. Nous sommes tout à fait dans la trajectoire que nous avions calée au moment du pacte financier en 2020. On est même un peu mieux, parce qu'on imaginait être plutôt autour de 5 années à la fin 2022. On s'était fixé comme objectif de ne pas aller au-delà des 10 années, qui est vraiment le seuil où on commence à déclencher pas mal d'alarmes diverses et variées. En l'occurrence, on est bon pour 2022, on le sera aussi pour 2023, ce qui veut dire qu'à mi-mandat, on est bien calé. C'est bien parce que forcément, aujourd'hui, à partir du moment où on emprunte, parce qu'on continue à emprunter, même si on rembourse, on continue à emprunter, les taux d'emprunt pour les particuliers, pour les entreprises et pour les collectivités ont augmenté de manière sérieuse et certaine, et qu'il va falloir emprunter pour la deuxième partie du mandat. Donc les intérêts financiers risquent d'augmenter, donc il est préférable de conserver une épargne nette responsable autour de 42%, qui finance 42% des investissements, comme j'évoquais tout à l'heure. Vous avez ici une récapitulatif, un histogramme qui présente la dette, et la dette par habitant de 1 529 € par habitant, ce qui est tout à fait classique.
qui fait partie assez faible au regard des autres métropoles françaises, mais néanmoins assez classique. Il s'agit bien d'une collectivité d'investissement au préalable, hein, contrairement à d'autres collectivités. On est plus en fonctionnement, on répond d'abord au quotidien, même si on investit en tant que commune. On est d'abord sur un budget de fonctionnement lourd. La métropole est une métropole d'investissement. Hein, quand on parle de tramway, de pistes cyclables, d'espaces publics, de bâtiments divers et variés, bien évidemment, ceci pèse en l'occurrence ici. Vous avez après les dépenses de fonctionnement. Les dépenses tout confondues, donc c'est 1,282 milliard. Pour le fonctionnement, 819,5 millions. Vous avez là la présentation des dépenses et des recettes. Donc les recettes, 601 millions pour le budget principal et 468 millions pour les budgets annexes. C'est l'eau, l'assainissement, les mobilités, le stationnement, par exemple. Et puis les dépenses, 442 millions pour le budget principal, 377 millions pour les budgets annexes, et donc l'épargne brute pour 249,7 millions d'euros. Pour l'investissement, donc 366, je l'ai évoqué. On retrouve l'épargne que j'évoquais tout à l'heure, avec côté dépenses, le remboursement en dette du capital pour 96 millions d'euros. Donc des dépenses d'investissement qui sont fléchées en priorité pour l'investissement, et c'est bien normal. Un autre camembert qui permet là d'identifier les dépenses d'investissement. Vous l'aviez tout à l'heure tout confondu. Là, maintenant, c'est que la partie investissement. La proportion pour les mobilités est à peu près la même. Hein. On tombe de 38 à 31%, mais c'est à peu près la même chose. Pour l'eau, là, par contre, on tombe de 30 à 13%. Parce qu'il y a effectivement des sujets de suivi du dossier eau, donc des frais de fonctionnement lourds et de maintenance des installations qui ne rentrent pas dans l'investissement. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui concerne les espaces publics qui consomment qui est le deuxième en fait. Deuxième politique publique qui consomme le plus en investissement, ce sont nos voiries, nos places, nos pistes cyclables et autres sujets de même nature. Les grandes masses du budget principal, je vous en ai dit l'essentiel, mais c'est une présentation un peu synthétique pour l'ensemble des budgets, ce qui vous permet de voir effectivement et de confirmer les propos précédents. Ce sont des histogrammes qui sont intéressants parce qu'ils permettent bien d'identifier les grandes capacités et la manière dont les choses s'organisent. Vous avez la même chose pour votre propre budget communal, bien évidemment. Ce qui est à retenir, c'est que la situation est saine, que les marges de manœuvre sont encore bien présentes, qu'on a un fonds de roulement à peu près identique, un peu supérieur à 2021, donc le fonds de roulement, ce qui permet effectivement de gérer les factures au quotidien, donc on n'a pas besoin d'aller chercher des lignes de trésorerie, ce qui est très bien, bien évidemment. Voilà, je crois que je suis rendu au bout, ou presque. Ah non, il y a les fameux camemberts qui permettent de montrer quand on reçoit 100 euros, d'abord ils viennent d'où et quand on les dépense, ça va où. Et bon, là, je ne vais peut-être pas m'arrêter sur le sujet, mais ça permet malgré tout d'identifier que tout ce qui concerne les recettes en lien avec la fiscalité directe locale ne pèse que 18,40%. 18,40 euros pour 100 euros vient de la fiscalité directe locale auprès des ménages, 22,80 liés à la tarification des services aux usagers. Et ensuite, vous avez toute la partie entreprise, la fiscalité directe et le versement mobilité. Une petite part de l'État et de l'Europe, le département ou la région selon les contributions diverses et variées sur les programmes, et une petite part, donc 10% pour l'emprunt. Voilà comment s'équilibrent les recettes du budget général aujourd'hui, enfin pour 2022. Voilà ce que je pouvais dire, donc je reste à votre disposition bien évidemment, puis je passe la parole pour la partie du pôle, voir ce vignoble, et les parties sorinières. Alors je ne sais pas, on continue là ou je vous laisse faire. Il y a un autre document. Je vous laisse.
Rapport annuel, pôle de proximité. NM2, ouais, pôle 3, là, PDF, celui-là. Il y a un petit peu moins de pages, ouais. Je devrais être un peu plus synthétique. Très bien, bah, écoutez, bah, on va pouvoir passer à la page suivante. Merci. Donc, je vais vous faire donc, une présentation essentiellement du bilan 2022 concernant le pôle Loire-Sèvre Vignoble, donc entre autres, en particulier des Sorinières, focus sur les Sorinières. Donc à l'échelle du pôle, donc 5 communes dont un quartier nantais, 126 459 habitants recensés en 2022, avec en budget de fonctionnement 1 835 625 euros et en budget d'investissement 9 262 013 euros. Concernant les investissements liés à la voirie, donc les opérations PPI, donc en termes de travaux réalisés en 2022, on a eu la fin des travaux de la rue de la Guindonnière, le début des travaux de la rue des Écoles, avec l'aménagement en lien avec l'accompagnement de la livraison de la médiathèque, donc réalisé en 2022. Et également, les Sorinières font partie des 3 communes de la métropole disposant d'un cimetière métropolitain. Donc, dans la continuité, installation de cavernes supplémentaires au niveau du cimetière métropolitain. Ont été lancées également les études d'avant-projet concernant l'aménagement de la rue du Général de Gaulle. Concernant les aménagements de proximité, donc 83 786 euros. Ces aménagements, on va retrouver l'aménagement de la rue de la Pierre-Percée, l'aménagement de chemin de la Forêt, et puis également des aménagements de sécurité routière au niveau de la rue de Lillette, lotissement du Vigneaud et de la rue du Menhir. Donc, opération concernant les réseaux, essentiellement les renouvellements des revêtements de chaussée. Donc, budget des réseaux, 163 471 euros. Concernant l'éclairage public, on est sur de l'entretien récurrent à hauteur de 26 568 euros. Sur le budget de fonctionnement, 6 833 euros, hors maintenance globale du pôle. Également, toujours concernant l'éclairage public, des mises en conformité et la réalisation des illuminations de Noël. Concernant les investissements assainissement et eau usée, donc 507 966 euros de dépenses d'investissement en eau usée pour des petits travaux et pour des extensions. 83 contrôles de conformité réalisés en 2022 avec un taux de conformité de 90%, donc 8 non conformes et un raccordé, et 18 branchements réalisés. Investissement eau pluviale, 3 800 euros de dépenses pour des travaux, là encore, de petits travaux et extensions à hauteur de 2 mètres linéaires. Et 330 000 euros de 997 euros de dépenses d'investissement en eau usée en 2022, essentiellement pour des travaux de remplacement de collecteurs d'eau pluviale concernant la rue des Écoles et du Moulin, qui a connu donc des travaux importants et 7 branchements réalisés. Sur le sujet donc habitat et urbanisme, au niveau révision au niveau du plume, avec donc des ajustements qui ont été réalisés. Concernant la commune des Sorinières, ces ajustements, ils portaient sur l'orientation d'aménagement et de programmation de la sanglerie, en lien en fait avec l'accompagnement du projet urbain de la sanglerie porté par la ville et par la Nantes Métropole Aménagement. Également un aménagement concernant le zonage du foncier du terrain en face du secteur de la Désirée, du terrain Mickey Boy et foncier Sigirant, qui était un foncier destiné qui était un foncier en secteur pavillonnaire et qui est passé en secteur économique pour être en lien avec le projet de la Désirée qui arrive en face.
Et également, concernant toujours les Sorinières, la création d'une marge de recul au niveau du secteur des granges le long de la route départementale pour faciliter de l'aménagement. Toujours sur, je vais revenir sur les opérations d'aménagement au niveau habitat. Donc on a la Sanglerie, la ZAC Cœur de Ville, la ZAC des Vignes, l'avant-projet tranche 4 de la ZAC des Vignes, étude en lien avec l'arrivée du porte sud, l'arrivée prévue du collège, avec un avant-projet au niveau de l'aménagement de la rue de Nantes, et puis, donc, comme ce que j'ai évoqué précédemment, la zone de la Désirée, en association avec des études de contournement par le secteur ouest, en lien avec la jonction de la ZAC de la Brosse. Concernant les actions menées, donc pour le compte des Sorinières, la métropole a également fait des instructions de 159 dossiers d'ADS, 152 déclarations d'intention d'aliéner, 27 DIA SAFER. Au niveau foncier, 8 décisions prises, dont 5 acquisitions, 3 cessions, 4 actes, dont un abandon. Et travail de réflexion également sur les friches agricoles, avec un travail qui a été réalisé pour identifier le contournement ouest du centre-ville. Sur le sujet développement économique, donc la ZAC Cœur de Ville, qui était le principal sujet, avec la livraison des rez-de-chaussée commerciaux de l'îlot sud, donc, on peut voir aujourd'hui, avec l'installation d'activités qui sont le fromager, poissonnier, institut de beauté, banque, vétérinaire et un magasin d'articles de sport. Donc sur l'année 2022. Toujours poursuite de la commercialisation des cellules à venir sur l'îlot Nord, dont les travaux ont commencé. Donc en lien avec l'aménageur et les promoteurs affectés à ce programme. Dans l'accompagnement économique, les référents au niveau du pôle de proximité accompagnent également tous les porteurs de projets et les entreprises sur tout ce qui touche à la recherche d'immobilier, de solutions foncières immobilières au niveau de la commune. Les accompagnent, les conseillent également dans leurs futures installations, dans leurs besoins en accessibilité, en travaux, en signalétique. Et le pôle de proximité propose également des cycles d'animation, a proposé des cycles d'animation en lien avec la sobriété énergétique par l'intermédiaire du club d'entreprise Le Ressort. Voilà. Et enfin, parmi encore les projets portés en lien avec le pôle, les sujets de déplacement, tout ce qui est schéma directeur d'accessibilité, qui sont inhérents à chaque nouveau projet d'aménagement. Donc là, en l'occurrence, 2022, le secteur de la Sanglerie avec la mise aux normes d'accessibilité sur l'espace public. Et enfin, 2022, mise en place d'un système d'information géographique pour assister les collaborateurs de la métropole à cartographier les sites ayant besoin d'être identifiés pour l'entretien, pour la gestion propreté. Donc, voilà pour les Sorinières. Merci Sandrine, merci Jean-Claude. Est-ce que vous avez des questions? Tout plein, je suis sûre. Alors Frédéric. Concernant l'endettement, vous nous avez dit qu'on était à 4,1 ans fin 2022. Est-ce que c'est en progression? Est-ce que c'est stable par rapport aux années précédentes? Oui. Question. Alors, ouais, Hervé, après David. Vous avez évoqué les mobilités et le schéma au niveau des déplacements doux autour du vélo en particulier. Moi, de ma fenêtre, je vois beaucoup de schémas en forme d'étoile, en forme de déplacement
d'un pôle à un autre. Par exemple, si je prends les Sorinières Vertou, il n'existe rien de direct. Les Sorinières Bougnais, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées plutôt que le mode étoile qui emmène vers la centralité, mais il faut également penser qu'il y a des gens qui ne vont pas vers le centre. Voilà. David, tu voulais... Oui, donc plutôt concernant donc Nantes Métropole, donc le cadre sur la biodiversité de Nantes Métropole, c'est bien que c'était fait. Vous avez dit que quelques communes l'avaient fait de leur côté. J'aurais voulu savoir ce qu'il en était pour les Sorinières, s'il y a quelque chose de prévu. Et toujours autour des déplacements, on avait évoqué dans d'autres présentations la possibilité d'avoir des bandes de recharge dans les différentes communes. Il n'y a rien de tel dans la présentation que vous avez faite. Donc, je voudrais savoir où ça en était. Et puis, je voulais terminer par un remerciement pour la présentation que vous avez faite aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Bruno et Hervé, à nouveau. Alors moi, c'est pas une question, c'est un commentaire par rapport à la présentation qu'a fait Jean-Claude sur une situation du logement social que je trouve particulièrement inquiétante. Tu l'as dit, on ne rattrapera pas le retard qu'on a connu ces derniers temps. Le ministre délégué chargé de la ville et du logement, Olivier Klein, parle lui-même d'une véritable bombe sociale à retardement. Il oublie quand même de préciser que le gouvernement auquel il appartient et ceux qui ont précédé et l'avènement d'Emmanuel Macron en tant que président de la République, et notamment à l'occasion de son premier quinquennat, a porté des coups certains pour assurer un certain démantèlement du logement social. Je pense notamment à certaines mesures qui sont à la réduction du loyer de solidarité, la compensation par les bailleurs sociaux. Vous en souvenez, la baisse des appels appliqués aux locataires. La hausse de la TVA aussi de 5,5 à 10%, actée en 2018. La fin de la contribution de l'État au Fonds national des aides à la pierre. Tout ça, ça représente un manque à gagner pour les organismes de logements sociaux à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Donc c'est pas neutre. Et bien évidemment, la conséquence de tout ça au niveau national, on connaît au niveau local, mais c'est une baisse de 23% des constructions de logements sociaux agréés en 2023, notamment. Donc c'est d'une ampleur jamais connue. Si on met ça en relation aussi avec l'évolution de la démographie à l'échelle de la métropole, sauf erreur de ma part, je crois que de 2014 à 2020, on est à presque 9% d'augmentation de la population. C'est à peu près voilà. Donc une arrivée, une évolution de la démographie importante et on se retrouve dans une situation de grande difficulté en termes de réponse à apporter avec la mise à disposition de logements locatifs sociaux et la construction qui se réduit comme peau de chagrin. Je trouve la situation très très inquiétante. Je sais que certains élus s'en sont emparés. Je pense à Michel Ménard, qui a commis président du département, qui a commis une tribune dans le journal Le Monde, dans la presse locale aussi. Beaucoup d'élus qui se dégrade très sérieusement donc, et qui est effectivement très inquiétante. J'avais une dernière question par rapport à un sujet qui a été évoqué très très rapidement par Sandrine Gauvry, qui est le contournement. On a eu des échanges en début d'année en commission autour de l'avancement du projet. Au niveau métropolitain, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez des choses un peu plus avancées? C'est hors de la présentation 2022. J'anticipe sur la présentation de l'année prochaine. Mais bon, c'est une question effectivement qu'il faut se poser parce que c'est une question, un questionnement assez prégnant en ce moment. Voilà. Merci. Alors, je te laisse répondre, Jean-Claude. Peut-être sur la biodiversité et sur... c'est Sylvie qui est en charge, avec Guillaume, de tous ces sujets-là. Donc, si tu veux peut-être déjà répondre. Merci. Bonsoir.
Au sujet de l'Atlas, donc métropolitain, c'était toi, David, excuse-moi. Donc il est déjà disponible. Après, il y a un zoom sur chaque commune. C'était pas possible de le faire les 24 communes d'un coup, donc du coup ça s'est échelonné et talonné. Et normalement en 2024, toutes les communes restantes, dont les Sorinières, feront partie du travail. Bien, merci. Ça me permet de noter en même temps, parce que je n'avais pas forcément la formation pour la partie des Sorinières. Mais je ne peux pas tout connaître, bien évidemment. Alors, pour répondre à quelques questions qui concernent, enfin plus précises, notamment sur l'endettement, donc effectivement, on est plutôt stable. On avait des prévisions plutôt à la hausse dès le départ, hein, à partir du moment où on avait acté le pacte financier, comme je l'évoquais tout à l'heure. J'ai recherché pendant vos expressions, donc on était à 3,5 en 2020, 3,9 en 2021 et 4,1 en 2022. Donc ça augmente légèrement, mais c'est assez stable. On imaginait être une trajectoire plus pentue. Bon. En l'occurrence, les recettes ont augmenté aussi de manière assez conséquente. Donc, tant mieux pour nous, bien évidemment. Sur le sujet des mobilités, sur le sujet du SDIC, du schéma directeur des infrastructures cyclables, oui, c'est une bonne partie des infrastructures, notamment selon les catégories. On a des axes magistraux, on a des axes, après magistraux, j'ai perdu le nom, principaux, secondaires et les liaisons intercommunales. Donc les liaisons intercommunales vont répondre à la question sur comment fait-on pour rejoindre une commune à une autre sans forcément passer par la place Gralin. Hein. Enfin, c'est pas ça la question, mais je l'imageais. Donc effectivement, les liaisons intercommunales sont identifiées comme telles. Certains axes secondaires, extra-périphériques en fait, nos axes magistraux à nous, sont en fait définis comme des axes secondaires au sens du SDIC. Ça fait l'objet d'ailleurs de quelques discussions, quelques dialogues. Pour autant, il bénéficie aussi d'une enveloppe budgétaire de mémoire pour le mandat. C'est 50 millions sur les déplacements d'eau que porte Aurélien Boulet avec Bertrand Affilé. Et vous avez sans doute pris connaissance du mandat départemental. Michel Ménard et son équipe avaient prévu dans son programme d'action de subventionner des actions des communes justement pour organiser les intercos, si je puis dire, interbourgs. Et donc nos liaisons intercommunales seront pour une part non pas pris en charge par le département, mais subventionné par le département, c'est-à-dire que dans les 50 millions, il y a des recettes, celles du département, qui viennent abonder en fait le budget mobilité de la métropole. Je peux juste compléter qu'on a quand même la chance, puisque ça a été de grandes discussions, d'avoir un axe magistral qui va arriver sur les Sorinières et qui sera amené jusqu'au Bignon grâce notamment à cette partie départementale dont tu parles, qui partira donc de Pont-Rousseau et qui ira finalement jusqu'au Bignon. Donc ça répond pas ou comment on va à Vertou des Sorinières, mais c'est quand même une très bonne nouvelle. Et ça, effectivement, bon, c'est jusqu'au Bignon, là c'est pas jusqu'à Vertou, mais on voit bien qu'il y a quand même une réflexion qui est faite avec les liaisons qui peuvent s'allonger grâce au schéma du département, qui permettent d'aller jusque là. Après sur les liaisons Vertou les Sorinières, c'est des discussions qu'on a avec Rodolphe Amaillant. Et qu'il faut qu'on ait via le pôle notamment, mais qui ne sont pas à ce niveau-là du rapport de Nantes Métropole en tout cas. Peut-être, je continue peut-être, ou parce que je vois qu'une main s'est levée. Oui, c'est parce qu'il s'occupe D'accord. Je voulais juste compléter, il y a bien une intention politique avec Vertou sur la liaison, et la même chose pour Saint-Martin. Alors, il n'y a pas pour l'instant de temporalité dessus, mais il y a bien une intention politique et sur Pont-Saint-Martin et sur Vertou. C'est tout pour l'instant, mais... Et Pont-Saint-Martin, Saint-Étienne-Grand-Lieu, d'ailleurs, je me permets de lire, parce que du coup, ça nous permettra donc d'aller de Saint-Étienne-Grand-Lieu aux Sorinières en passant par Pont-Saint-Martin. Voilà. Finalement, vous voyez, nous sommes des atomes communs. Sur les bornes de recharge, la question sur les bornes de recharge, donc c'est un travail qui a été engagé en 2022, qui se poursuit en 2023, notamment avec un recensement des potentiels, qu'ils soient sur l'espace public ou qu'ils soient dans les espaces privés. On parle notamment des stationnements privés, des immeubles et autres, avec une difficulté, une capacité du réseau Enedis
à alimenter l'ensemble des bornes. Ça, c'est un vrai sujet aussi qui aujourd'hui qui pointe, et notamment dans des espaces publics qui ont déjà été traités. Donc on se retrouve aujourd'hui à se poser des questions et à hiérarchiser en fait les demandes. Ça, c'est un premier élément. Et ensuite, la question se pose aussi de la densité de ces bornes. C'est-à-dire que, notamment auprès des espaces commerciaux, par exemple, est-ce judicieux de poser des bornes de recharge auprès des centres commerciaux, selon effectivement l'usage des centres commerciaux fait par les consommateurs. Si ce sont des consommateurs de passage, ils n'utiliseront pas les bornes de recharge parce que le temps manquera pour recharger correctement les batteries, parce qu'on n'est pas tous avec des batteries quand je dis moi j'y suis pas, mais on n'est pas tous à des batteries à recharge rapide. Donc il y a des questions qui se posent par rapport à ça, mais la volonté c'est bien de multiplier le nombre de bornes de recharge des véhicules électriques. La question se pose aussi pour les vélos électriques, et notamment dans les immeubles, les pieds d'immeubles et les parkings PPUR et autres. Donc il y a bien quelque chose. C'est Éric Couvez, notre collègue conseiller de Saint-Herblain, qui a ce dossier en main. Et je pense que sur l'exercice 2024, on devrait avoir une stratégie qui sera bien développée, ce qui n'empêche pas de faire en attendant. Il y a des communes qui ont commencé à le faire. Il a même été proposé à ce que les projets qui ont été portés par les communes jusqu'à présent soient intégrés au dispositif métropolitain. C'est le cas pour la mienne. Ouais, c'est le cas pour la mienne. Je ne ferai pas forcément beaucoup plus de commentaires sur le sujet des logements sociaux et la notion de bombe sociale. Alors, c'est pas simplement pour... c'est pas forcément rassurant, mais ce n'est pas qu'une question métropolitaine nantaise. Malheureusement, ça touche tout le pays. Et c'est bien... Il y a un certain nombre d'éléments déclencheurs, les crises que j'évoquais tout à l'heure en présentation, mais aussi le désengagement de l'État, que j'évoquais aussi d'une manière moins soutenue, qui, du coup, a fait ralentir de manière sérieuse les projets. Mais il y a aussi, je ne l'ai pas dit, il y a aussi des sujets en lien avec des recours multiples posés sur des projets. C'est une réalité aussi. Et parfois pour rien, des recours qui n'aboutissent jamais ou quasiment jamais, mais qui retardent considérablement effectivement la sortie des projets. Ça, c'est aussi une problématique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie sans doute notre capacité à dialoguer sur les territoires pour que l'acceptabilité ou le taux d'acceptabilité soit plus important. Et donc c'est un travail de longue haleine, mais on le voit bien au travers du dialogue citoyen, la nécessité d'eux. Voilà ce que je peux. Alors sur le contournement, j'ai pas forcément moi d'informations précises, mais je vais laisser votre mère répondre. Je crois avoir fait le tour, sinon des questions. Merci Jean-Claude. Oui, sur le contournement, on en est au même point que ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les contraintes qui s'imposent environnementales à ce contournement, il faut le justifier d'une façon bénéfice-risque, je vais dire comme ça, risque qu'il ne soit pas utilisé et que du coup il n'apporte rien et que pour autant il coûte très cher, que ce soit en argent évidemment, mais en environnement. Donc ce qui nous a été proposé et que bien évidemment on a accepté, puisque le but aujourd'hui c'est que ce contournement fonctionne, sinon il n'a pas d'intérêt, à part à coûter de l'argent et à côté à l'environnement, c'est de réfléchir à des contraintes sur le bourg, du coup, pour pouvoir obliger les véhicules à passer sur le contournement. Ce qui fait qu'effectivement, on a les études qui sont en cours. On n'a pas encore les retours. Moi, je n'ai pas eu encore les retours des études. Donc, je suis au même niveau d'information que vous. Mais en tout cas, il y a des études qui sont faites sur le bourg pour savoir comment, le nombre de véhicules qui passent, quelles sont les contraintes qu'on pourrait y mettre pour que, justement, ce contournement soit efficace. Parce que, clairement, au-delà de notre envie de le faire, et de la métropole et de la commune, il y a aussi toutes les enquêtes derrière qui vont arriver et qui pourraient être directement bloquées si s'il était rendu, on va dire, constaté que ce contournement n'aurait pas d'intérêt finalement, que son but ne serait pas atteint. Donc c'est là où on en est aujourd'hui. Donc effectivement, ça prend du retard par rapport à un calendrier qui était déjà bien là, bien avant moi, voilà. Mais c'est toujours effectivement, bien en étude et en cours. Donc après, maintenant, à nous d'attendre les résultats de l'étude et en faire en sorte que dans le bourg, on puisse mettre des choses en place pour que ce contournement soit efficace et qu'il serve à ce pourquoi il a été étudié et prévu.
Alors, David et puis Muriel. Merci de la réponse. Je suis heureux d'entendre que il y a une étude un peu plus globale qui est prévue sur les circulations sorinières, parce que les sorinières sont devenues la voie de délestage du périph' en permanence maintenant. C'était il y a quelques années, c'était pendant les périodes de vacances, les week-ends. Maintenant, c'est quasiment tous les jours. Je pense que dans l'étude, il faut pas forcément se centraliser sur le bourg, parce que dans les lotissements autour, quand le bourg est engorgé, on passe dans les lotissements périphériques, et il y a aussi cette contrainte qu'il faut intégrer dans l'étude. Donc c'est une étude plus globale qu'il faut avoir sur la circulation sorinière, et c'est vrai que le contournement ne sera pas l'alpha et l'oméga qui résoudra tout. Donc moi notre demande, c'est d'englober autre chose que simplement le bourg, vraiment les lotissements qui sont autour du bourg, et on est preneur d'avoir les résultats et de participer aux réflexions qu'il pourrait avoir autour de tout ça. Voilà. C'est noté. Oui, Muriel, pardon. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur la mobilité. Bon, je vais reposer un peu la même question que je pose chaque année. Après, l'idée, c'est de pouvoir partager. C'est pas, voilà, tout se fait pas en un jour. Je réévoquerai pas ce que les collègues ont déjà évoqué sur effectivement les déplacements intercommunes. Moi, je voulais savoir, au regard effectivement d'un indicateur aujourd'hui quand même, quand je vois le déplacement, moi je travaille au nord, c'est-à-dire à Saint-Herblain. Vous imaginez tous les jours le temps qu'on passe, je crois que ça se rallonge même de mois en mois, pour se déplacer du nord au sud. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce qu'il a été, parce qu'il faut être aussi innovant, je voulais savoir, est-ce qu'il a été étudié, alors à la fois la possibilité de pouvoir faire un peu comme à Paris, le grand Paris, réfléchir à autre chose que aujourd'hui notre périphérique qui est complètement saturé. On est bien d'accord, aujourd'hui il est plus du tout fluide, que ce soit de jour ou de nuit, un peu plus peut-être de nuit, mais je pense qu'on viendra comme à Paris où il n'y aura pas de temps mort. Ça, c'était une première réflexion. Deuxième réflexion, c'est que est-ce qu'on a exploité notre ville, bien évidemment avec tout son charme, donc à un fleuve, et la grosse difficulté aujourd'hui pour aller travailler à Nantes, pour passer la Loire, soit en voiture ou pas en voiture, c'est de savoir si c'est exploité le fait de pouvoir développer des navettes fluviales. Je ne dis pas de transformer Nantes dans un Venise proche, mais alors tout ça, pourquoi je veux en venir, il y a quand même des gros projets, je dirais, à la fois, je dirais, en lien avec l'économie et aussi en lien avec le domaine de la santé, notamment quand on sait que dans 3 ans, un très grand hôpital, il va y avoir un déplacement d'une partie de l'hôpital, aujourd'hui du CHU de Nantes, qui va venir en bordure de la Loire. Est-ce que c'est pas l'occasion aussi de favoriser le déplacement pour des professionnels? Je redis toujours un peu la même chose chaque année. Je ne veux pas être leur porte-parole, mais il y a aussi beaucoup d'habitants des Sorinières qui travaillent au CHU de Nantes et qui se verront privés parce qu'ils ne sont pas médecins. Je ne fais pas du tout de lutte des classes, mais c'est comme ça aujourd'hui. C'est déjà comme ça. Il y aura de moins en moins de places de parking. Il y aura très peu de places de parking dans ce futur hôpital, en tout cas celui de l'île de Nantes. Beaucoup de professionnels n'ont pas les moyens d'habiter à Nantes, et non pas se casser. Le CHU de Nantes, c'est plus de 10 000 professionnels, donc c'est pas rien. Je dis pas qu'il faut privilégier, mais c'est quand même un gros objectif quand même. Sur le plan social, pour ces professionnels, je veux dire, ils n'ont vraiment pas du tout, je dirais, de lisibilité. Et pour les gens qui vont rester, les professionnels qui vont rester travailler sur la GRL, qui habitent le sud ou qui habitent le nord, ou qui seront obligés, ceux de Châteaubriand,
venir parce que la GRL va être supprimée de plus de 3/4, vous le savez. Donc c'est quand même très très compliqué. Et moi je me disais que on a aussi une force qui est aussi un élément qui est l'eau, qui pourrait peut-être aussi, je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile, mais est-ce que ça a été exploité en termes de réflexion, de pouvoir aussi avoir cette mobilité via la Loire, qui est quand même un grand fleuve. Voilà. Je vais tenter d'apporter des éléments de réponse, mais je ne dis pas une réponse, bien évidemment, parce que d'abord, c'est pas une délégation sur laquelle je travaille à temps complet, donc je n'ai pas forcément tous les tenants et aboutissants. Ce que je sais, ce que je peux dire, c'est que la notion de Grand Paris ou de Grand Périphérique a été abandonnée il y a très longtemps, parce que c'est ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 90, début des années 2000, la LAT2, c'est de constituer un deuxième périphérique au large, si je puis dire. Et la question se posait même de rayer de la carte une grande partie de Saint-Étienne-de-Grandlieu pour faire passer la LAT2 à l'époque, je me souviens, j'étais encore jeune élu. Bon, on a hérité de l'aéroport à la place, mais ça, je ne sais pas si c'est mieux. Toujours est-il que effectivement cet axe est abandonné et maintenant, imaginez bien reconstruire un nouveau périphérique avec les dispositions législatives qui ont évolué à ce point avec la loi climat résilience, la loi de biodiversité, la loi ZAN et ses décrets d'application qui vont tomber, ça deviendra extrêmement compliqué. Et puis pour quel usage? Parce que c'est un usage exclusivement voiture et aujourd'hui le mode opératoire de déplacement évolue. Voilà, parce que on voit bien qu'on vit dans un autre monde au regard de la protection de notre belle planète. Alors, pour autant, le périphérique est donc sous responsabilité d'État. C'est pas la métropole qui entretient le périphérique, ni même le construit, y compris les bretelles d'accès. Dès qu'on sort effectivement de la Côte-Mans, on tombe sur le champ métropolitain. L'État a donc un programme d'amélioration de la fluidité du périphérique en plusieurs temps. Aujourd'hui, c'est du côté de la secteur de la Chapelle-sur-Erne, ça se termine. Il y a eu des travaux sur le pont de Cheviré avec le nouveau passage, ou le repassage, si je puis le dire comme ça, à 3 voies. On est revenu 3, 2, 3. Il y a un travail à venir dont je n'ai pas la temporalité ici, mais qui devrait correspondre à peu près à l'arrivée de la halte ferroviaire au bout de l'aéroport, si tant est qu'on arrive à le faire, là aussi pour les mêmes raisons législatives, ou de législation plutôt. Et donc c'est la reprise de la porte de la Bouvre, de Bouguenais, et la porte de Grandlieu, entre la Bouvre et Grandlieu, donc, qui est un accès, enfin un tronçon incontournable avec l'usage de la bande d'arrêt d'urgence, de la BAU, notamment pour des transports en commun à haut niveau de service, ce qui permettra aux travailleurs de la zone de Jules Verne à peu près 13 000 emplois globalement à terme, sans ce grand secteur du D2H, AFO, aéroport, Airbus, Moulin-Cassé et autres. Donc ça va permettre aussi de fluidifier logiquement, et puis il y a des travaux attendus un peu plus loin quand on remonte vers la porte des, comment dirais-je, c'est la porte des Sorinières, oui, c'est ça, porte de Rezé. Voilà. Sur les navettes fluviales, oui, des études ont été menées, et notamment issues du grand débat Loire, avec les 30 engagements qu'ont pris les élus de la métropole au mandat dernier pour répondre à ce grand débat, qui était un premier grand débat, 4 maintenant, voire un peu plus. Il s'avère que mettre en place une navette fluviale, j'allais dire longitudinale, c'est-à-dire que d'emprunter le lit de la Loire dans le sens aval et amont et vice-versa, c'est extrêmement compliqué puisqu'on est quand même sur un secteur de la Loire qui est un secteur à fort marnage. Et donc c'est extrêmement compliqué. On le voit bien parfois d'ailleurs lorsque les bacs à Indre, au Pèlerin et ailleurs, parfois ne peuvent pas eux-mêmes traverser pour des raisons d'accessibilité des quais, notamment, et des courants qui sont parfois très forts. Donc ça veut dire que c'est pas si simple. Ça n'empêche pas de travailler notamment sur les barges, notamment pour le monde économique, pour Airbus et autres, mais avec des solutions techniques qui sont encore très onéreuses. Voilà, donc c'est ça le travail.
peut-être des navettes fluviales, et on le voit bien pendant les fortes périodes touristiques, mais on est bien, par exemple, la navette Trente-Mous, la chambre de commerce là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'arrêt, le mot, les chantiers, ça fonctionne bien. Pour autant, la multiplication de ces navettes pose question, parce que pour d'autres raisons, y compris de sécurité. Donc c'est pas forcément abandonné, mais on voit bien, par exemple, que la navette côté Chapelle-sur-Erne, elle n'a pas trouvé son public, au moins sur une grande partie de l'année. Donc du coup, ce sont des investissements qui sont très lourds et qui, s'ils ne sont pas suivis d'effet, c'est un petit peu comme la réflexion qui était évoquée sur les contournements. On investit, si c'est pas efficace, forcément, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Après, le secteur du CHU, il y a quand même, malgré tout, des évolutions très fortes attendues en termes de transport en commun, hein, avec le passage de 2 lignes de tram qui permettront de faire nord-sud sans passer par un commerce. C'est quand même une réalité, hein. Aujourd'hui, c'est à l'horizon 2026, donc c'est demain, les études sont en cours, ce qui nous oblige à travailler le point de Bretagne. Là, c'est aussi ça qui a été lancé et engagé. Et puis, c'est aussi la ligne 8, alors qui ne va pas forcément vous intéresser directement, mais qui intéressera un certain nombre de salariés et du CHU et d'autres entreprises, qui partira donc de la Bouvre à peu près, de Bouguenais, et qui va jusqu'à Doulon, en passant là aussi par le pont des Trois Continents et le secteur là. Donc c'est-à-dire qu'une ligne ouest-est, est-ouest qui est intéressante effectivement. Donc ça, vous l'avez vu, il y a une enquête publique assez longue, hein, sur le sujet, avec des aménagements d'ailleurs au regard des préconisations faites par différents acteurs et citoyens à ce moment-là. Et puis, vous n'en avez pas parlé, mais on peut en parler, hein, c'est le sujet du RER métropolitain. Alors, ça ne va pas forcément aider non plus exactement les Sorinariens, pas que. Mais le RER métropolitain, Clément Beaune, lorsqu'il est venu le 2 octobre au sujet de l'aéroport, a indiqué que le RER métropolitain pour la métropole nantaise sera parmi les RER prioritaires. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même quelques mauvaises nouvelles dans le lot, c'est notamment les budgets associés, parce que il en manque au moins 90% pour traiter l'ensemble des RER qui ont été annoncés par l'État. Donc il y a un vrai sujet. Là, on a des intentions politiques, mais il manque un petit peu de capacité à faire. Et puis, alors le tandem région-métropole sur ce sujet, me pense, semble-t-il, est au point. Sauf que il s'appuie sur un réseau ferré préexistant. Et qu'il est assez limité, puisque les cadencements ne sont pas possibles aujourd'hui, notamment quand on vient du Pays de Ré vers le centre-ville de Nantes. Hein, on a des problématiques de croisement, hein, qui ne s'opèrent pas. Donc ce sont des investissements extrêmement lourds. Je ne suis pas certain qu'on ait les capacités budgétaires, voire même les capacités légales, si je puis dire, à faire des aires de croisement entre Sainte-Pazanne et Nantes, puisque c'est un peu le sujet. Si on veut du cadencement, il faut que les trains puissent se croiser sur des temporalités les plus faibles possibles. Puis il y a le secteur en direction de Clisson, hein, comment effectivement, sans passer par la gare de Nantes, on puisse se faire ouest-est ou nord-ouest-sud-est. Donc il y a quand même beaucoup de questions autour de ça, ce qui veut dire qu'on n'est pas prêt d'y arriver, pour dire les choses simplement. Voilà ce que je peux dire, mais vous pourrez peut-être interpeller Bertrand Affilé plus directement si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors Laurent, et après je vous propose qu'on passe au deuxième point. Juste pour compléter encore, comme je fais partie de la commission mobilité et G24 mobilité, la ligne 6 et 7, justement, là, M. Lebasson a évoqué la ligne 8, mais la future ligne 6 et 7 partira de Rozay pour aller jusqu'à Saint-Herblain et la Chapelle-sur-Erne, traversera donc le pont Anne de Bretagne et desservira le CHU. Donc nous, pour les Sorinières, voilà, c'est l'opportunité d'y aller en transport en commun quand même. Ouais, mais là, en l'occurrence, là, je parle juste 6 et 7 qui partira de Rozay et qui desservira Saint-Herblain d'un côté et la Chapelle-sur-Erne de l'autre côté. Merci Jean-Claude.
Je te laisse. Patricia va te reconduire parce que tu vois, c'est moi qui présente le point numéro 2, qui est le pacte de coopération et de solidarité. C'est très important, donc tu peux rester si tu veux, mais. Oui, mais voilà. Je vais vous laisser travailler. Merci à vous. En tout cas. Merci à pour toi. votre accueil. Merci. À bientôt.